Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour aujourd'hui, à la place de l'habituelle revue Asie-Pacifique, une interview spéciale d'Aymeric Collard, chercheur français en neurolinguistique qui est en train d'achever son contrat de post-doctorat de 2 ans à l'Academia Sinica. Vous êtes-vous déjà demandé si on utilise une partie spécifique de notre cerveau lorsqu'on parle le mandarin ? Ce sont ce genre de questions que nous nous sommes posées avec Floriane lorsque nous avons reçu Aymeric Collard à la radio il y a quelques semaines. Il est revenu pour nous sur les politiques linguistiques et en particulier sur la promotion des langues autochtones à Taïwan. On en a profité également pour l'interviewer sur son parcours, sur sa thèse à Taïwan et sur ses sujets de recherche. Et vous pouvez retrouver les 2 premières émissions des décryptages qui ont été réalisés par Floriane sur les recherches d'Aymeric, en particulier sur la grammaire en mandarin et sur la notion de temporalité avec des structures comme yo plus verbe et sur la différence entre la particule le et sur le go du passé. Vous pourrez retrouver les liens de ces émissions dans l'article d'aujourd'hui. Une des premières choses que j'ai cherché à savoir en rencontrant Aymeric Collard, c'est si les locuteurs du mandarin utilisent, oui ou non, une partie du cerveau différente par rapport à des locuteurs du français par exemple. Car c'est une idée reçue qui circule beaucoup sur le mandarin. Et qui de mieux qu'un neurolinguiste qui étudie justement les liens entre langage et activité cérébrale pour répondre à cette question ? Ah non, ça c'est faux. C'est vrai et faux à la fois. C'est pareil, c'est tout le débat qu'il y a eu en neurolinguistique, c'était on va chercher la zone qui est responsable du langage. Quelle est la zone du cerveau qui est responsable du langage ? Au début, on pensait que c'était peut-être la région de Broca qui est à peu près à l'avant, dans l'hémisphère gauche, à l'avant du cerveau. En fait, on a pensé que c'était peut-être à l'arrière gauche. Plus on a fait les expériences et plus la technologie était avancée, plus on s'est rendu compte qu'en fait, chaque fois, c'est une zone différente. Donc, il y a une théorie maintenant qui est qu'en fait, le cerveau, il n'y a pas vraiment une zone spécifique au langage, c'est plutôt des zones qui sont là pour exécuter une fonction. Donc, par exemple, quand on parle, on doit sélectionner des mots, on doit trouver un sens. C'est la zone du cerveau qui est là pour faire sens de ce qui se passe autour de nous. Par exemple, quand je dis je mange une chaussette, ça fait aucun sens. Et si je montre une image ou à quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle, mais en fait qui est en train de laver une chaussette, ça fait aucun sens, donc ça sera la même zone du cerveau qui sera activée. Ce qui est plutôt spécifique au langage, c'est quelles régions du cerveau sont interconnectées pendant qu'on est en train de traiter le langage. Et donc ça, c'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de zone spécifique du langage. En fait, du coup, on pense que toutes les langues sont à peu près les mêmes zones du cerveau. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière par, je me souviens plus de son nom, mais qui a été faite aux États-Unis. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plus d'une dizaine de langues. Ils ont demandé à des locuteurs de ces langues-là d'aller dans une machine IRM et d'écouter une histoire. Et du coup, pendant qu'ils écoutaient l'histoire, ils devaient comprendre ce qui se passait dans l'histoire. Ils ont scanné quelle zone du cerveau était activée. Ils se sont rendus compte que sur plus d'une dizaine de langues, c'était à chaque fois les mêmes zones du cerveau. Donc c'est pour ça que certaines personnes pensent encore qu'en fait, il n'y a pas de différence entre chaque langue. Quand on y réfléchit, on demande aux personnes d'écouter une histoire et d'en faire sens. En fait, on leur demandait à tous de faire la même chose. Donc pas étonnant d'utiliser leur langue pour faire la même chose. Donc pas étonnant que ça soit les mêmes zones du cerveau. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver d'autres protocoles expérimentaux dans lesquels on manipule vraiment des caractéristiques spécifiques à chaque langue. Donc tu me parlais du mandarin, ce qui est spécifique au mandarin, c'est les tons quelque part, par rapport aux langues indo-européennes. Et on s'est rendu compte que quand les personnes doivent faire sens des sons seulement, qu'elles doivent écouter les reconnaître des sons, que ce soit en français ou en chinois, donc il y aura une zone en plus pour le chinois. Et cette zone, c'est dans l'hémisphère droit. Parce qu'en fait, il y a ces tons en plus à interpréter. Aymeric travaille à l'Academia Sinica avec la linguiste française Elisabeth Zetoun, que l'on ne présente plus aujourd'hui, mais qui est spécialisée dans l'étude des langues formosanes. Aymeric explique le questionnement qui est né en lien avec les langues formosanes, car il n'existe encore aucune étude neurolinguistique sur ces langues. Elisabeth et moi, on a ce trait commun, c'est qu'on a peur de rien. Et on ose tout faire, même si ça pourrait ne pas marcher, on s'en fiche, on essaye, ça marche pas, c'est pas grave, on aurait essayé. Et c'est là où du coup je me suis mis à réfléchir, mais qu'est-ce qui est particulier aux langues formosanes, qui serait différent des langues indo-européennes, et qui serait aussi un petit peu différent des langues sinitiques comme le mandarin ou le taïwanais. Floriane a déjà un peu présenté le parcours atypique d'Aymeric, qui a notamment passé 1 an à Taïwan en tant que lycéen, et c'est en partie cette expérience qui l'a amené à réfléchir à la notion de temporalité en mandarin, un questionnement qui l'a animé tout au long de ses recherches et notamment dans l'étude de certaines structures grammaticales. Mais pour en savoir plus sur ce sujet en particulier,
Je vous renvoie une nouvelle fois aux émissions de Floriane. C'est sûrement parce que j'ai vécu pendant 1 an ici, où je me suis rendu compte qu'il y avait une notion de la temporalité qui était différente par rapport aux gens qui étaient ici, puis nous qui étions en France. Quand je dis de notion de temporalité différente, c'est quand on raconte une histoire, la manière dont on va raconter l'enchaînement des événements sera différente, d'un point de vue grammatical. En français, on utilisera par exemple le passé simple, mais à chaque fois c'est du passé. Et c'était une personne qui m'avait dit au lycée, c'est très simple, quand en anglais tu mets ed pour dire que c'est du passé, tu remplaces par le. Et c'est terminé, c'est bon, ton histoire sera bonne. Donc j'ai essayé cette technique-là, ça n'a pas du tout marché. En fait, on peut le mettre des fois il fallait mettre quoi, des fois il fallait mettre autre chose. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si systématique. Et je me suis posé la question, mais du coup, comment est-ce que dans leur langue, dans leur grammaire, ils expriment la notion du passé? Et en quoi est-ce que c'est différent du passé simple, du passé composé, etc. Et j'ai essayé de voir ça avec des représentations neurolinguistiques parce que ça me permettait de voir quels étaient les points communs, quelles étaient les différences quand ils écoutaient des phrases avec ces marqueurs qui sont reliés au passé. Mais avant de voir ensemble comment il a mené ses expériences et surtout quels résultats il a pu trouver, Émeric nous explique en quoi consiste très concrètement une expérience en neurolinguistique. On demande à quelqu'un de venir au laboratoire, qui s'installe sur une chaise et on lui met un casque comme un bonnet de bain, donc faut pas se faire des idées préconçues, c'est juste un bonnet de bain avec des électrodes qui sont accrochées sur ce bonnet de bain pour qu'on puisse récolter ces données cérébrales. Même si Émeric aimerait à terme mener ce genre de recherche neurolinguistique sur des langues formosanes, il a commencé ses expériences avec le chinois mandarin. Déjà parce qu'il parle le mandarin, mais aussi et surtout parce que la logistique est beaucoup plus simple à mettre en place en menant des expériences sur des locuteurs du mandarin qui sont très nombreux et faciles à recruter. Il fallait donc tester d'abord le protocole expérimental sur le mandarin et cela a donné, selon Émeric, de très bons résultats. Par exemple, pour le ou pour quoi on peut le mettre après un verbe de passé. Par exemple, 我昨天吃了苹果. Ça peut marcher. C'est grammatical, c'est acceptable. Mais si on utilise 明天, ça ne marche plus. Pour dire demain, ça ne marche plus. Donc j'ai testé ça avec le et avec quoi. Pour la raison très simple, c'est que selon moi, le et quoi, leur analyse, c'est qu'ils sont utilisés pour exprimer différentes conceptions du passé. C'est pas le même passé. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, il y aura des résultats différents quand il y a une violation grammaticale. Et mon autre hypothèse, c'était que en fait, ko est utilisé pour exprimer une notion du passé qui est très semblable en fait à la notion du passé qu'on a en français, par exemple, ou en allemand, ou en italien, etc. Donc selon cette hypothèse, la violation grammaticale de ko, j'obtiendrai les mêmes ondes cérébrales que ce qui a été obtenu en hollandais ou en allemand, mais pour le, j'obtiendrai autre chose. D'accord. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu. On a ensuite demandé à Émeric comment lire et interpréter les ondes cérébrales observées pendant les expériences. Et c'est là qu'on voit qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, car les termes deviennent beaucoup plus techniques. Alors il faut se dire qu'en fait, il n'y a pas d'électrodes qui soient forcément plus activées que d'autres. Nos ondes cérébrales sont là en permanence. Elles s'arrêtent que le jour où en fait, on meurt tout simplement. Même quand on est inconscient dans le coma, on a toujours des ondes cérébrales. Alors, le cerveau fonctionne toujours en permanence. Donc nos expériences fonctionnent, ce qui est très important à comprendre, ça fonctionne par comparaison. Donc on compare deux phrases. Donc il y a une phrase qui est là pour servir de point de comparaison. Donc c'est la phrase qui est grammaticale, qui est acceptable. Et à celle-là, je compare une phrase qui est non grammaticale, non acceptable. Et surtout, en faisant cette comparaison, je fais en sorte qu'il y ait seulement un seul changement et pas d'autres, pour éviter qu'il y ait d'autres explications possibles. Et du coup, je regarde à quoi ressemble l'onde cérébrale quand la phrase est acceptable et à quoi elle ressemble quand elle n'est pas acceptable. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, à quel endroit, à partir de quelle milliseconde, est-ce que les deux ondes cérébrales se séparent. Et quand elles se séparent, c'est quel type de séparation? Alors quand on dit quel type de séparation, avec la technique de l'électroencéphalographie, donc avec les électrodes, il y a deux sortes de potentiels. Il y a un potentiel négatif et un potentiel positif, parce que les ions sont plus chargés négativement ou positivement, donc c'est juste ça tout simplement. Et ça permet aussi de comprendre à quoi ressemble l'onde cérébrale à chaque milliseconde. Donc grâce à ça, on peut savoir à quel moment est-ce que c'est 200 millisecondes après que le mot soit présenté, après que le soit présenté, que tout de suite il voit qu'il y a une différence, ou est-ce qu'il faut qu'il attende encore un peu? Et quand il y a cette différence, est-ce que c'est une différence qui est plus chargée négativement ou plus chargée positivement? Et aussi on peut aussi voir est-ce que c'est plus à l'arrière du cerveau, à l'avant du cerveau, à l'hémisphère droit, à l'hémisphère gauche. Émeric s'est intéressé aux réactions du cerveau face à l'utilisation de go, yo ou le. Et en effet, la comparaison avec d'autres langues a permis d'obtenir certains résultats. Mais pour situer géographiquement, avec les ondes cérébrales, c'est juste de l'à peu près. On ne peut pas dire à quelle région du cerveau exactement ça
Donc je me suis rendu compte que le et co étaient totalement séparés. J'avais aussi fait une expérience avec io et c'est encore un autre résultat. Donc les trois ont vraiment trois choses différentes. Et le co ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans les langues indo-européennes. On continuera de s'intéresser aux résultats des recherches d'Emeric dans un dernier épisode qui sera diffusé la semaine prochaine, dans lequel on parlera aussi de ses recherches en psycholinguistique sur le Paiwan. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur l'article de cette émission les liens vers l'émission spéciale sur le Paiwan et la transmission des langues autochtones à Taïwan avec Emeric Collard et la professeure de langue Paiwan de l'école expérimentale de Tuban à Taitung. Et vous pourrez également retrouver la première partie de l'interview d'Emeric Collard sur ses recherches grâce aux liens qui seront insérés sur la page de cette émission. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.